Mali, journée de la souveraineté vers un autre modèle démocratique, nous nous interrogeons. Mali, journée de la souveraineté vers un autre modèle démocratique, c'est notre grande interrogation du jour. Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, c'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Le Mali a donc célébré ce samedi la première édition de la journée nationale de la souveraineté retrouvée, jour déclaré chômé et payé sur l'étendue du territoire national instauré par les autorités de la transition en souvenir de la grande mobilisation du 14 janvier 2022 contre les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, imposée au Mali. Selon le gouvernement malien, cette journée visait à renforcer le sentiment patriotique et à magnifier la souveraineté retrouvée du Mali, qui repose désormais sur les trois principes définis par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, conformément à la vision du peuple malien, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. La célébration de cette première édition a été marquée entre autres par les animations dans les écoles sur les thèmes du patriotisme, de la souveraineté, de la résistance nationale et de la refondation, ainsi que par l'organisation de conférences débats au milieu universitaire et dans les capitales régionales. Des délégations ministérielles ont d'ailleurs été envoyées dans chaque capitale régionale en vue, il faut le préciser, de célébrer, oui, avec les populations cette journée à travers l'organisation de conférences débats. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga est allé à Ségou, la deuxième région administrative du Mali, dans le cadre de la journée de la souveraineté retrouvée. Pour rappel, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, réunis en session ordinaire à Accra le 9 janvier dernier, avaient décidé des sanctions économiques et financières contre le Mali. Il avait été question également du gel des avoirs maliens dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO, dont la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et de la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le pays et les autres États membres de la CEDEAO, de la suspension des transactions commerciales avec le Mali à l'exception de produits médicaux et de première nécessité, et du retrait des ambassadeurs de tous les pays membres au Mali. Eh bien, c'est la décision qui a été prise. De ce côté-là, le Mali avait été également suspendu de toute aide financière des institutions financières de l'organisation auprès de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et de la Banque ouest-africaine de développement. Le 4 juillet 2022, on se souvient également que les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale décidèrent finalement de lever les sanctions économiques et financières imposées au Mali depuis le 9 janvier de la même année. Oui, tout ça faisait justement le souvenir pour justement célébrer cette journée du 14 janvier 2022. Voilà pourquoi nous nous interrogeons également. Mali, journée de la souveraineté vers un autre modèle démocratique. Eh bien, pour répondre à nos questions, nous sommes avec un homme politique, Patient Parfendom, UPCiste, panafricaniste. Il est avec nous ce matin. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn-Gos. Bonjour à nos millions d'internautes, bonjour à nos valeureux techniciens, bonjour à l'ensemble du peuple africain. L'Afrique vit des moments extrêmement difficiles, mais aussi passionnants du point de vue de l'engagement des uns des autres dans ce laborieux travail de reconquête de notre souveraineté. Je pense que ce que le Mali vient de produire comme initiative en termes de célébration de cette journée, de la dignité et la souveraineté, en réalité c'est de ça qu'il s'agit, n'est que l'un des éléments fondateurs d'un Mali nouveau. Il y a un Mali nouveau qui se met en place après toutes ces années. Il faut le remonter à très loin, l'esclavage. Et là, quand on parle d'esclavage dans cette bande sahélo-sahélienne, elle ne date pas que de la période de ce qu'on peut vulgairement appeler le commerce triangulaire, mais elle date bien avant, parce qu'il y avait l'esclavage arabo-berbère, arabo-africaine, etc., cet esclavage-là, lui, remonte à peu de 1300 ans, donc 13 siècles.
Donc, on voit donc qu'il est bien antérieur à cet esclavage dont le pic a été le commerce triangulaire. Et quand on passe de ces périodes sombres de l'histoire de la vie des Africains, on tombe rapidement dans ce colonialisme qui a duré pratiquement un siècle. Et cette période coloniale qui a été aussi violente, aussi barbare, ça me permet de rajouter un coin, parce que là, nous sommes dans la construction des narratifs. Mais dit construction de narratifs, dit aussi un certain type de vocable, il y a des vocabulaires qui vont avec. Vous voyez, depuis un certain temps, on nous parle des tirailleurs sénégalais. Tirailleurs sénégalais. Si vous êtes en face d'un enfant, et vous lui dites, qu'est-ce que vous entendez par tirailleurs sénégalais? Le premier réflexe qui lui viendrait à l'esprit, c'est de dire, ce sont des Sénégalais, s'il est intelligent, qu'on a certainement embarqué dans une armée et qui faisait partie de cette armée-là. Vous voyez. Donc, on réduit la participation africaine dans les deux grandes guerres uniquement avec le vocable tirailleur sénégalais. Le Sénégal n'est pas l'Afrique. Le Sénégal est une partie de l'Afrique. Et on le réduit comme ça parce que dans l'entendement de ces gens-là, comme le Sénégal, à travers la colonie de Saint-Louis, fut le premier point d'ancrage de la présence française sur le sol africain de manière formelle, alors là, il faut réduire l'ensemble de la participation de toute la jeunesse africaine pendant ces deux grandes guerres au Sénégal. D'ailleurs, et puis il y a aussi le vocable tirailleur, qui lui aussi pose problème. Beaucoup d'exogètes, je ne sais pas comment vous appelez ça, des gens qui aiment bien manipuler les mots et les langues, disent qu'il ne convient pas parce que ce ne fut pas des tirailleurs, mais des véritables soldats qui se sont sacrifiés pour rendre cette France libre. Et dans ce concept, pour édulcorer la vérité, pour dévoyer la vérité, on omet de dire, quand on parle de cette Seconde Guerre mondiale, j'ai vu en fait quelques bandes-annonces de l'excellent film de Omar Sy. Là encore, ça renforce l'idée selon laquelle il n'y a que des troupes sénégalaises qui avaient participé à cette guerre. On oublie le sacrifice de tous les pays pratiquement de l'Afrique sous domination française. Le Mali. Ah oui, le Mali. On a payé l'un des tribus les plus puissants, les plus lourds. Parce qu'ils ont contribué. Les jeunes Maliens ont contribué lourdement dans les équipés qui vont aider la France à se libérer de la peste brune. Ne pas le reconnaître et continuer d'appeler ces combattants africains, ces jeunes Africains qui ont donné de leur vie pour que nous puisse avoir le monde que nous avons là aujourd'hui, c'est tout simplement de l'hypocrisie. Donc je préfère qu'on dise les combattants africains que de les réduire à des tirailleurs sénégalais. Donc c'est ça, il faudra qu'on commence à insister là-dessus. Parce que, je vous dis, avec la manipulation des vocabulaires, d'un certain type de vocables, ont progressivement enfui dans la tête des gens des mensonges, des fourberies qui ne reflètent pas la réalité de ce qui se passe. J'aime souvent le dire. Le 27 août 1940, quand M. Leclerc et ses troupes prennent pied en Afrique par le Cameroun, la ville de Douala, quand ils partent d'ici, le premier regroupement qui va se faire en N'Djamena, qui était Fort-la-Main à l'époque, c'est 17 000 hommes. 17 000 hommes. Ce ne fait pas uniquement des tirailleurs sénégalais. Mais on va continuer à les appeler tirailleurs sénégalais. Tous les gars qui vont faire la bataille de Koufra, du désert, la Koufra, Birakem, la campagne d'Italie, ce n'était pas que des Sénégalais. Ce n'est pas pour amoindrir, n'est-ce pas, la participation du Sénégal dans cette équipée, mais réduire ça aux tirailleurs sénégalais, c'est vouloir cacher une vérité à la jeunesse africaine, surtout à la jeunesse malienne, j'insiste, qui a payé. Et à la jeunesse camerounaise, il faut préciser. Non, j'ai dit que l'équipe est partie de Douala, Libreville, parce que tout le reste, c'était des pétainistes, de Douala, le Gabon, le Congo, la République centrafricaine, qui lui aussi a perdu un tribut, des milliers de jeunes centrafricains sont morts dans cette affaire. Après les Tchadiens, évidemment, et puis nos frères d'Afrique de l'Ouest, des Maliens, des Sénégalais, etc. etc. Donc, c'est pour, j'insiste dans le cadre du Mali, pour dire que chaque fois qu'on passe à une autre étape, évidemment, on n'oublie pas le Mali
flamboyant avec les universités de Tombouctou, toute cette époque où quand les gens étaient dans les guerres de 100 ans entre la France et l'Angleterre en Occident, au niveau du Mali, c'était l'éclosion de la philosophie, des mathématiques, de la sociologie, de l'architecture, de tous ces aspects qui font la modernité des gens qui vivent ensemble. Alors, ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais je dis que quand nous sommes dans une nouvelle constitution, il y a un mot qui a été employé là, refondation. Il faut aussi qu'on agrège, n'est-ce pas, à cette nouvelle volonté des actes, des moments, des attitudes qui prouvent effectivement que nous sommes dans une refondation. Quand vous organisez des colloques, des conférences, dans les écoles, dans les lycées, dans les espaces, pour donner du sens à ce Mali nouveau, vous êtes en plein dans une guerre, la guerre des idées, la guerre des construits, qui, je peux vous le dire, a participé lourdement à complètement broyer la mémoire historique de nos peuples. Donc je pense que là, le président Assimi Goïta a compris ce qu'il faut faire. Il faut réinventer le monde nouveau en fonction des réalités nouvelles, en fonction des combats, parce qu'il faut les glorifier, ces combats héroïques. Quand vous venez de nous faire le listing des sanctions qui sont tombées sur le Mali, en réalité, on voulait complètement décapiter ce pays-là au niveau de sa direction, mais on voulait l'asphyxier totalement pour que ce Mali n'existe pas. Donc, avoir eu les capacités de ressort pour pouvoir résister et obliger les ennemis qui n'étaient rien d'autre que des hommes de l'extérieur pour qu'ils reculent et lèvent eux-mêmes les sanctions qu'ils avaient appliquées au Mali, c'est un haut fait de combat et de résistance qu'il faut valoriser, qu'il faut glorifier, qu'il faut, excusez-moi, je vais être un peu dithyrambique, sanctifier. Mais on le fait pourquoi? On le fait pour que la jeune génération parte justement de ce nouveau-là, de cet escalier-là. Ils ne sont plus au sous-sol, ils ne sont plus au rez-de-chaussée, ils sont certainement à un certain niveau dans la construction de leur dignité. Il faut qu'ils s'accaparent de ce grand mouvement, de ce socle, qu'ils partent de là pour se propulser davantage de l'avant, en n'étant plus des jeunesses complexées. Comme nous le voyons un peu partout en Afrique, la plupart des jeunesses sont complexées. Le blanc est ceci, le blanc est cela, le blanc a fait ceci. Eux, dans leur histoire, il n'y a aucun moment de gloire. Il faut être capable de donner à notre jeunesse des moments de gloire et de les célébrer, ces moments de gloire. Ça peut être à travers les hommes, ça peut être à travers le pays, ça peut être à travers des régions, ça peut être à travers tout le continent. Il faut ces moments de gloire. Parce que quand vous avez un enfant qui a l'impression que chaque fois qu'il s'agit de résistance, de sens de sacrifice, de sens d'une participation de la communauté pour comment dire ça, arriver à des niveaux où on est obligé de les respecter comme ça s'est fait avec le Mali et que vous ne les célébrez pas, ça donne des enfants qui se disent ils ne valent rien. Leur histoire commence maintenant. Ils ne font pas la liaison avec les sacrifices des générations antérieures. C'est le cas de l'Afrique aujourd'hui, où chaque enfant qui naît pense que le monde a commencé avec Macron. Le monde a commencé avec Biden. Le monde a commencé avec les GAFA. Et si tu n'es pas dans le fil, j'allais dire, dans la construction de la réussite, comme le veulent ceux qui nous ont imposé dans l'esclavage, ça veut dire que tu as perdu. Donc la notion même de réussite en Afrique, il est complètement biaisé. Il est complètement biaisé. On ne réussit que si on suit les pas des gens qui vous ont dominé. On a une réflexion conséquente que si on réfléchit comme les gens qui vous ont dominé. Regardez même nous, la plupart du temps, quand on prend des références, tous nos référentiels, ils sont ailleurs, ils viennent d'ailleurs. Ils viennent du camp de ceux qui nous ont dominés. Donc, on manque de valeur, on manque de moments de gloire, on manque de construire de dignité capable de transmettre aux jeunes générations en leur disant attention, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes héritier de véritables seigneurs, de ceux qui ont imprimé de leur marque
n'est-ce pas, la construction de ce monde, au point de donner à ce monde aujourd'hui tous les piliers de ce qui font de la modernité. Ce sont vos ancêtres qui les ont construits. Ils ont fait face à des défis. Ils ont été capables de vaincre ces défis par leur résilience, par leur sens de la solidarité hors norme qui manque malheureusement encore, mais surtout par leur capacité d'inventer des formes d'organisation solidaire. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très très important que ce qui vient de faire le Mali, malheureusement, que nous ne voyons pas partout, un peu partout sur notre continent. Si vous dites à un enfant, le Cameroun est né le 1er janvier 1960, il va vous dire, oui d'accord, mais on n'a jamais fêté ce jour-là, pourquoi? Parce qu'il nous pose un problème, parce qu'on a été incapable d'affronter la vérité et de la restituer à nos enfants et de pouvoir, en fait, sur la base de cette vérité-là, nous projeter demain. Donc, le Mali, c'est un Mali fort, un Mali de grands guerriers, un Mali de grands résistants, de Modibo Keïta, mais de Assimi Goïta aussi. Il faut que ces jeunes aujourd'hui le comprennent qu'on n'obtient rien de grand sans sacrifice. Si le Mali avait reculé, si le Mali s'était mis à genoux, bien à plat ventre, effectivement, on n'aurait pas eu le Mali qu'on a aujourd'hui. Mais au-delà du Mali, l'exemple que le peuple malien, Assimi Goïta et ses amis, ils sont en train aujourd'hui de structurer, de sculpter dans du marbre. C'est un exemple qui ne sert pas qu'aux Maliens, mais à tous les Africains qui cherchent des voies, qui se disent comment on va faire pour nous débarrasser de nos chaînes. Le Mali devient un exemple. Et il ne devient pas un exemple pour rester seulement dans la mémoire des gens de manière aérienne, il devient un exemple parce que les jeunes Maliens le sauront. Ils vont en prendre date et ils seront capables, demain après-demain, de reproduire dans de meilleures conditions encore cette forme de résistance, cette forme de dignité, cette forme de souveraineté. C'est ça, une fois de plus, qui fait le charme de cette décision de l'État malien de célébrer cette journée-là, de célébrer ce moment-là, de célébrer, n'est-ce pas, ce grand haut fait de la résistance à la fois malienne et africaine. Première édition de la souveraineté retrouvée, est-ce une autre forme de démocratie ou tout simplement une autre forme d'éveil de conscience pour les Maliens, mais surtout pour les Africains? Les deux vont pratiquement de pair, Steve Jocelyn-Goss. Il n'y a pas de possibilité de construction d'une véritable démocratie s'il n'y a pas d'éveil de conscience. On dit que le début de la libération d'un esclave, c'est d'abord la prise de conscience de son état d'esclave. Si vous n'êtes pas conscient que vous êtes un esclave, votre libération va être très difficile. Il faut commencer par prendre conscience du fait que, mais attention, on m'a privé de mes libertés, on m'a privé de mes droits, on m'a privé même de ma dignité en tant qu'être humain. C'est à ce moment que vous allez construire des ressorts pour vous libérer. C'est ça le problème. C'est ce moment que vous allez trouver du carburant, vous allez trouver pour vous donner cette force-là d'aller casser ces chaînes. C'est ce moment que vous allez retrouver en un mot votre humanité. Mais si vous continuez de considérer que malgré les chaînes que vous avez aux mains et aux pieds, vous n'êtes pas un esclave, vous avez un problème. C'est le problème que la plupart de nos États africains ont aujourd'hui. Ils parlent d'États indépendants alors qu'ils sont encore sous la soumission. Comment les gens peuvent continuer de crier « Nous sommes indépendants, nous sommes indépendants ». Mais ils utilisent la monnaie de l'autre. Nous sommes indépendants, nous sommes indépendants. Ils ont les bases militaires des autres choses. Nous sommes indépendants, nous sommes indépendants. Leurs programmes économiques sont validés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Nous sommes indépendants, nous sommes indépendants. Ils sont incapables de former eux-mêmes leur propre jeunesse pour résoudre les problèmes endogènes qui les empêchent d'exploser et de devenir des grandes puissances. Parce que, normalement, l'Afrique devait être une grande puissance. Donc voilà, il faut absolument que ce travail, à la fois de réflexion, ce travail de construction d'un dynamisme authentiquement africain se fasse. Et ce n'est pas facile. On ne peut pas le faire si on n'est pas prêt à aller au sacrifice. Et je dis, la magie du Mali, le respect que nous avons aujourd'hui au peuple Mali, c'est que c'est surtout pas parce qu'eux ils ont été capables d'aller affronter, n'est-ce pas, ces difficultés. On ne fait rien de grand.
sans difficulté. On dit, à vaincre le sang gloire, comment on dit ça, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il faut être capable de triompher sans gloire. Pour triompher sans gloire, il faut être capable d'affronter les périls qui se présentent à nous. Et Dieu seul sait, dans le cas des Africains, dans les cas précisément des Africains sous domination française, ces périls sont nombreux parce qu'ils ne sont pas que exogènes, ils sont aussi endogènes, avec un certain nombre de nos frères qui ont décidé d'épouser et d'accepter, n'est-ce pas, d'être des chiens couchants de l'impérialisme à vitam aeternam. Première journée de la souveraineté, peut-on dire aujourd'hui que le Mali a réellement sa souveraineté ou est dans le plein pied de sa souveraineté? On peut penser que le Mali est dans le plein pied de sa souveraineté. C'est une construction. Elle n'est jamais achevée totalement. C'est une construction qui demande aussi de l'éveil, de la vigilance. Parce qu'à tout moment, vous faites un pas en avant et les autres seront tentés de vous attaquer pour vous ramener un peu en arrière. Les pots de banane de gauche à droite, comment je dis ça, vos propres frères qui ont été retournés contre vous, que j'appelle les agents dormants et les cellules dormantes, qu'on peut actionner à tout moment pour essayer de recréer la chenille dans votre espace. Donc il faut être vraiment éveillé, il faut être honnête envers vous-même, il faut mettre en avant la fraternité, mais aussi une fermeté à toute preuve quand il s'agit de défendre justement les intérêts de votre peuple et de votre pays. On vous comprend parfaitement, patient parfum d'homme. Jusqu'où ira le Mali aujourd'hui? Le Mali va continuer à se célébrer sa souveraineté retrouvée, ou le Mali va continuer justement à trouver, on le dit comme ça, les mécanismes pour avoir une souveraineté entière et totale? Mais il faut d'abord commencer par là. Il faut d'abord commencer par célébrer cette résistance nouvelle qu'on recrée, parce que le Mali est un peuple de résistants. Mais il faut commencer par célébrer cette victoire-là. Parce que ce fut une victoire. Ce ne fut pas facile, si je suis un gosse. Ce ne fut pas facile. Être au niveau là, prendre ces décisions, et ayant en mémoire des conséquences que ces décisions auraient pu déclencher, il faut être fort. Il faut que ce soit de l'acier. On dit, plus on tape dessus, plus il durcit. Et c'est ça qu'on a vu avec les Maliens. Mais au-delà de cela, c'est un premier pas qu'on a fait. Il y a un second pas, évidemment, qui doit être fait. Le premier pas, c'est de dire à tous les frères africains, ici, dans notre village Mali, nous avons sonné le tocsin de la révolte et la résistance. Nous sommes ouverts à toutes les formes de collaboration dans d'autres villages de notre continent Afrique. Chaque fois que nous allons nous rendre compte que d'autres villages, quand je parle de villages, c'est pour ne pas parler des États ou bien des régions, que les gens ont décidé de prendre leur destin en main, comme nous le faisons, nous allons tout faire pour créer des passerelles, pour créer des liens. La faiblesse du panafricanisme aujourd'hui, si je suis un gosse, que ce soit sur le plan des entités étatiques, que ce soit sur le plan continental, c'est la faiblesse. Notre principale faiblesse, c'est l'organisation. C'est l'organisation. Chacun veut jouer la star. Il veut être premier seul. Il veut être celui qu'on voit plus que tout le monde. Il veut donner l'impression que c'est lui qui a créé le fil à couper de beurre. On ne voit pas que les autres ont réussi parce qu'il y avait des formes d'organisation. J'aime souvent le dire à mes frères africains, où on voit encore des tendances. Tu as été président pendant je ne sais pas combien de temps, il faut que le jour où tu partes, c'est ton fils qui te remplace, des conneries comme ça. Qui en Chine, aujourd'hui, si vous demandez à un Africain, qui est le fils de Mao? Qui est sa fille? C'est qui? Personne n'est au courant. Après l'épisode de Castro avec son frère, maintenant il y a un président à Cuba. Peut-être même que ici, dans cette salle, personne ne connaît le nom du président cubain. Il y a des exemples comme ça. Quand vous êtes des gens dominés, vous ne pouvez pas commencer à vous construire des monarchies. Il faut que le sens de l'organisation soit tellement affûté qu'il aboutisse à des mécanismes à la fois épax, mais convergents vers un seul et même but, la conquête de notre souveraineté. Épax par leur forme d'organisation, par leur méthode d'organisation, mais ensemble par le type de passerelle
qui seront créés de nature à permettre que l'objectif soit atteint. Ce maillage-là, il doit se faire. Il est urgent. C'est lui qui sera décisif. On ne peut pas continuer de penser que nous allons gagner cette guerre s'il n'y a pas un minimum d'organisation. On ne va pas gagner. Panafricanist TV est un modèle d'organisation. Il faut la dupliquer. Il faut en faire de véritables hiérarchies, je ne sais pas. Mais il faut qu'ils aient la même idée, le combat pour défendre les intérêts des Africains. Il faut qu'il y ait des milliers de panafricanistes TV dans un grand panafricaniste TV. Il faut qu'on s'organise. Si on ne s'organise pas, on ne va pas gagner. Notre faiblesse, le panafricanisme, sa première faiblesse, c'est l'organisation. Or, toutes les organisations aujourd'hui, c'est que organisons-nous pour prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas comme ça. Organisez-vous d'abord pour éduquer les peuples. Organisez-vous pour rendre robuste la conscience des peuples et leur capacité à résister. Organisez-vous pour faire de vos gens des gens qui ne sont plus des analphabètes politiques à tous les niveaux. Organisez-vous pour créer des syndicats pour défendre ceux qui travaillent, qui sont dans des secteurs d'activité. Pourquoi même pas des syndicats professionnels? Organisez-vous. La faiblesse de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'organisation. Le panafricanisme ne décolle pas parce qu'au niveau des peuples, l'idée est passée, tout le monde est d'accord. On ne veut plus qu'on soit soumis. Mais il manque une véritable organisation panafricaine. C'est là notre tendon d'Achille. C'est là notre tendon d'Achille. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on ne peut pas parler d'organisation s'il n'y a pas d'argent. Vous ne pouvez pas parler d'organisation s'il n'y a pas de troupes. Vous ne pouvez pas parler d'organisation s'il n'y a pas de formateurs. Vous ne pouvez pas parler d'organisation si vous ne mettez pas la science dans comment dire ça, la structuration d'une science élevée de l'organisation. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais chacun de nous veut juste cela jouer solo. Je l'avais dit dernièrement, je le redis. Les gens à peine, ils disent 2 ou 3 mots, on organise des cérémonies, on leur remet des trophées. C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous avez vu le Mali profond. Vous avez vu le Burkina profond. Vous avez vu les pays, le Cameroun, le Tchad profond. Vous voyez comment vivent les gens là-bas. On a vu en Centrafrique des gens qui se nourrissaient des feuilles, des arbres de la forêt et des racines d'arbres. Dans un pays qui est un véritable scandale. Où les gens, c'est ça, leur quotidien pour survivre. C'est parce qu'on n'est pas organisé. La question du pétrole va revenir. Oh, tel pays exploite le pétrole, tel autre pays exploite le pétrole, tel autre pays exploite le pétrole. On voit ailleurs comme l'exploitation du pétrole a fait des pays qui étaient des quasi-déserts. En véritable Eldorado, où tout le monde, même chez nous, les gens payent des billets d'avion pour aller à Dubaï. Mais nous sommes incapables de nous organiser au vu de la férocité avec laquelle ceux qui viennent d'Afrique essaient de tout broyer pour nous dire qu'on a au moins, on puisse pour l'Afrique, les pays dominés là, avoir un code minier unique. Un code minier unique. Que dans ce contrat minier là, qu'il y a des avenants qui insistent sur la formation, la création des écoles d'ingénieurs, de techniciens supérieurs, dans le domaine précis, que dans ce truc-là, on a des avenants qui insistent sur les banques. La question financière, comment faire pour avoir des banques, des PME qui sous-traitent dans ce domaine? Et rien. Il suffit que tel ministre, de haut de ça, pas de quoi, pour dire que lui, l'ingénieur, il a signé un contrat avec tel truc, c'est fini. Nous serons toujours une base, un grand réservoir où chacun vient puiser et va transformer chez lui, souvent de manière brute. Il n'y a même pas une première, deuxième, troisième transformation chez nous. Si la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Cameroun se mettaient ensemble et disaient que bon, maintenant c'est terminé, on ne vend plus les fèves de cacao de manière brute. Si quelqu'un veut nous faire du cacao, il crée les usines en Afrique. Vous vous rendez compte? Donc, notre faiblesse, je continue de dire, c'est au niveau de l'organisation.
C'est pour cela que les pays qui ont des formes d'organisation un peu plus affinées, légèrement avancées, comme c'est le cas de Botswana, avec un seul minerai, le diamant, on a l'impression que c'est la magie qu'ils font. Ils ne font pas la magie. Mais là encore, c'est largement insuffisant par rapport à notre potentiel. Donc je pense que le Mali l'a si bien compris, et il comprend très bien qu'il faut commencer, comme disent les anglophones, to steal, to rare, to educate, inculcate, dans la tête de nos enfants que vous êtes un grand peuple. Vous êtes un peuple qui a été capable de faire face à l'adversité et à remporter de grandes victoires. Ne l'oubliez pas. Et que c'est ça le chemin à suivre. Il n'y a pas deux chemins. Ça va être le chemin de la résistance. Le chemin du sens du sacrifice. C'est ce chemin-là qui va vous conduire à la dignité, au respect des autres et justement au bien-être de l'ensemble de vos peuples et de vos populations. Je crois que c'est la leçon que je retiens de cette journée de la dignité et de la souveraineté organisée par le Mali, c'est de dire qu'il est grand temps que nous commencions une œuvre d'éducation, une œuvre de pédagogie pour l'ensemble de nos enfants, pour qu'ils n'aient pas l'impression que ce sont des épiphénomènes, mais ce sont bien des construits puissants qui ont pour objectif demain de faire de l'Afrique une Afrique unie, une Afrique libre, une Afrique indépendante. Merci à vous, Patient Parfait, d'avoir été des nôtres ce matin. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.